Bonjour et bienvenue dans Sud Midi. À la une de l'actualité, la flambée des cas de contamination au coronavirus. 7 décès recensés en 24 heures, 310 cas positifs enregistrés ce dimanche, 52 cas graves en réanimation. Le docteur Papa Alassane Diao, directeur technique de l'IRSF, plaide pour le vaccin, seul remède face à la propagation de la pandémie. Une pandémie qui pousse d'ailleurs les étudiants de l'UCAD à célébrer l'an 20 du décès de Balagay dans la sobriété. L'actualité nous amènera également aux États-Unis. Le procès en destitution de Donald Trump prévu le 9 février prochain, alors que 5 de ses avocats décident de jeter l'éponge. Des tensions sur les choix tactiques de l'ancien président, qui souhaite d'ailleurs plaider la thèse d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle. Dans ce journal, nous reviendrons également sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Aïssatou Gueiba. Merci de nous choisir pour vous informer. Après la découverte du variant britannique au Sénégal, l'heure est à la recherche de personnes indexées pour freiner la chaîne de transmission. Désormais, c'est l'objectif fixé par le directeur technique de l'IRSF, Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, qui a découvert ce variant. Dr Papa Alassane Diao invite les populations au renforcement du respect des mesures barrières et plaide pour le vaccin, seul remède efficace face à la propagation de la pandémie. Dr Papa Alassane Diao était l'invité de Bayo Marguerite dans l'objection de ce matin. Je vous propose de l'écouter. Oui, parce que là, c'est important. Parce que, comme on a dit que ça augmente vraiment la transmission, donc l'urgence, c'est maintenant de rompre cette chaîne de transmission et de trouver les moyens vraiment pour freiner, pour rompre vraiment cette chaîne de transmission. C'est ce qu'on avait essayé de faire, mais là, ça devient beaucoup plus urgent avec ce nouveau variant qu'on a retrouvé, pour essayer de voir comment rompre cette chaîne de transmission. Et pour ce faire, on doit augmenter maintenant la sensibilisation. La sensibilisation surtout sur le respect des mesures barrières, sur le port de masque, sur l'utilisation des gels, oui, sur la distanciation physique. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit maintenant insister davantage. Parce que si on laisse le virus circuler et qu'on se retrouve avec ce variant-là vraiment en circulation à grande échelle, je pense qu'on aura du mal à faire face. Donc, dès à présent, on doit prendre les dispositions nécessaires pour au moins sensibiliser la population, pour que les gens puissent respecter les mesures barrières et la distanciation, utiliser les gels. Oui. Et essayer d'éviter surtout les regroupements. Par rapport à ce séquençage, tout ce qu'on peut faire, ça entre dans le cadre de la surveillance. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de surveiller l'évolution même de ce virus-là au sein de la population. Et il n'y a pas que nous, il y a d'autres partenaires, d'autres labos également qui travaillent sur ça. Donc, c'est une surveillance à l'heure actuelle que nous faisons. On ne s'arrête pas parce qu'on a trouvé un variant. Non, c'est le moment maintenant de travailler davantage pour voir est-ce que ce variant-là est toujours dans nos contrées. Et par rapport à ce cas, là, il y a une commission qu'on a créée au niveau du ministère pour essayer de tracer un tout petit peu ce cas, pour voir les cas contacts et essayer de voir le cas index. Comment faire pour trouver ce cas index? Est-ce que, et là également, c'est vraiment la commission qui doit travailler là-dessus. Il y a des enquêtes qu'on doit mener. Et vous n'avez pas encore de réponse par rapport à ce suivi sur le traçage? Non, par rapport au cas index, non. Mais on est en train de travailler pour ce cas-là. Parce qu'il y a des cas contacts pour lesquels on a déjà les échantillons. On va les séquencer pour voir si réellement ces cas contacts-là possèdent également ce virus. Mais il faut quand même mener des enquêtes pour voir, parce que c'est des personnes, effectivement c'est des étrangers, mais c'est des étrangers qui résident au Sénégal. La personne en question, vraiment, c'est une étrangère qui réside au Sénégal, qui est là depuis le mois d'août. Donc, mais ils travaillent dans une société et ils reçoivent également des visiteurs, des gens qui viennent travailler avec eux, etc. Et on s'est rendu compte que tout ce qui tournait autour de ce cas-là sont positifs. Donc, il faut qu'on essaie de voir un tout petit peu, mener l'enquête pour essayer de trouver le cas index. Et en ce moment, on pourra savoir comment ce cas-là est arrivé au Sénégal. Oui, mais... Et je pense que c'est important qu'on puisse essayer, qu'on puisse trouver une explication pour dire que, effectivement, c'est ce cas-là, c'est à partir de ce cas-là qu'on a que le virus s'est introduit au Sénégal
Et on va essayer de voir maintenant comment, par quels moyens utiliser, parce qu'au niveau de nos frontières, maintenant, il faut amener un test négatif avant d'entrer. Et là, on va voir si effectivement c'est l'histoire de faux tests, etc. Justement, le Sénégal déplore 7 nouveaux décès liés au coronavirus. 310 cas positifs sont recensés ce dimanche, dont 158 cas contacts et 152 cas issus de la transmission communautaire. 52 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le point avec le Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Sur 2083 tests réalisés, 310 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,88%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 158 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 152 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 11 à Louga et Touba, 7 à Kaolack et Keur Massar, 6 au Mariste et Parcelles Assainies, 4 à Dara, Diamniadio, Richard Toll et Sacré-Cœur 3, 3 à Arafat, Dakar Plateau, HLM, Liberté 6, Linguère, Mbour, Médina, Popenguine et Rufisque. 2 à Cambérène, Cité Suprême, Darou Mousti, Fann, Grand Yoff, Guédiawaye, Liberté 1, Point E, Sébikotane, Sicap Mbao et Tamba. 1 à Bambey, Birkilane, Bop, Cité Elisabeth, Cité Impôts et Domaines, Cité Keur Gorgui, Cité La Linguère, Colobane, Derklé, Fass Delorme, Fass Mbao, Fass Payotte, Gibraltar, Gueule Tapée, Kaffrine, Kanel, Keur Mbaye Fall, Kounoune, Liberté 5, Malika, Mamel, Mermoz, Ngor, Niary Tally, Nord Foire, Ouagouñaay, Patte d'Oie, Petit Mbao, Pikine, Sakal, Sangalkam, Scat Urbam, Sicap Baobab, Thiès, Yara, Yeumbeul, Zac Mbao, zone B et zone de captage. 212 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 54 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce samedi 30 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 26 523 cas ont été déclarés positifs, dont 21 970 guéris, 628 décédés et 3 924 sous traitement. Une pandémie qui a entraîné des restrictions qui plombent l'économie. Des acteurs culturels impactés. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, au chevet des acteurs culturels de la musique hip-hop, il a octroyé une enveloppe de 4 millions de francs CFA à ces acteurs dont les activités sont en hibernation depuis presque un an à cause de la Covid-19. Des promesses qui leur ont été faites pour gérer des infrastructures culturelles qui seront édifiées à Ziguinchor. Abdoulaye Baldé est au micro de Ignace Ney. Nous avons sauté depuis longtemps, mais nous étions en train de travailler sur un processus de réunification du mouvement hip-hop de manière à avoir un interlocuteur pour nous permettre de les aider. Donc aujourd'hui, nous les avons réunis, le bureau est venu. Nous n'avons pas voulu qu'il y ait foule dans le cadre, surtout avec cette pandémie. Donc par conséquent, nous leur avons remis une subvention, un chèque de 4 millions de francs CFA pour les soutenir et puis pour les aider à se structurer, mais aussi pour les aider à faire face à certaines difficultés dans cette période. Je pense que cela a beaucoup plus d'importance, surtout que la culture est une des victimes du coronavirus, de la pandémie. Ils ne sont pas en activité depuis bientôt plus d'1 an, donc ils sont sans ressources. Donc je pense que c'est d'aide, même s'il est modeste, ça leur permettra sans choix que de se soulager en attendant que les activités culturelles puissent reprendre, avoir des soirées et animer un certain nombre d'activités culturelles qui leur permettront de subvenir à leurs besoins. C'est vrai, nous leur donnons cette subvention aujourd'hui, mais nous allons vers la création d'infrastructures culturelles. Donc il y a le centre socio-culturel qui est en construction au niveau de Périssac, mais aussi à Ziguinchor City Center où nous allons mettre des studios, des salles d'enregistrement, mais un certain nombre d'infrastructures culturelles qui pourraient être gérées, bien entendu, s'ils sont élus, et ils pourront les gérer eux-mêmes. Et puis aussi, je les ai mis un peu au courant de ce que nous sommes en train de faire en termes de réhabilitation d'infrastructures comme le CEDEPS, et puis toutes les initiatives culturelles que nous avons dans la ville. Donc en clair, on peut dire que la mairie compte appuyer le secteur de la culture à Ziguinchor. Oui, tout à fait. Je pense que dans le Ziguinchor City Center, c'est tous les acteurs culturels, aussi bien ceux qui se mouvent dans la musique que dans les autres secteurs de la culture. C'est tous qui sont concernés. En
120 de la disparition de Balla Gaye, une célébration dans la sobriété à cause de la pandémie. Pas de rassemblement. À la place, ils ont tenu une conférence de presse. Une délégation se rendra d'ailleurs à Tivaouane. Babacar Kébé, porte-parole du jour du collectif des amicales de l'UCAD que nous écoutons. À chaque date du 31 janvier, l'UCAD s'est accoutumé à commémorer la mort de feu Balla Gaye. Donc cette année-ci aussi, malgré les circonstances dans lesquelles nous sommes, cette année-ci aussi n'en fait pas l'exception. Donc nous tenons aujourd'hui à commémorer cette journée dans le cadre de lui rendre hommage de la part de la communauté estudiantine. Voilà, pour les activités, vous savez, nous sommes dans un contexte un peu particulier, à savoir la pandémie à Covid-19. Donc, on était obligé à ce que, de réduire les activités à telle enseigne qu'il n'y ait pas de rassemblement au niveau de l'université. Et c'est dans ce cadre qu'on a prévu, de faire toutes les activités que l'ICAT s'était accoutumé à faire au niveau de la famille du défunt, tels que les récitals de Coran, les lards qu'on avait l'habitude de faire ici, tout cela se fait au niveau de la famille, juste pour éviter les rassemblements, vu que aussi ces derniers temps on a constaté des cas au niveau de l'université. Donc au niveau de l'université, la seule chose qui se fait, c'est la tenue d'un point de presse comme d'habitude. Oui, toujours, nous réclamons justice toujours pour nos martyrs, non seulement pour Balla Gaye, mais aussi pour Bassirou Faye, pour Fallou Sène, pour tout ça. Oui, nous réclamons justice et nous faisons toujours confiance à notre justice et nous leur disons encore une fois que la communauté estudiantine a besoin que justice soit faite sur tous ces dossiers, que lumière soit faite sur tous ces dossiers-là. Ce 31 janvier coïncide également avec l'an 9 du décès de Mamadou Diop. Il a été tué lors d'une manifestation politique organisée par le M23 pour dire non au 3e mandat d'Abdoulaye Wade. Les deux policiers mis en cause dans ce meurtre, Tafsir Ousmane Thiam et Wagan Souaré, ont été respectivement condamnés à 2 ans et 3 mois ferme de prison pour coup mortel pour le premier et non-assistance à personne en danger pour le second. Boubacar Seye, le président d'Horizon Sans Frontières, très mal en point, évacué depuis hier au pavillon spécial. L'administration pénitentiaire a détecté un début d'AVC. Boubacar Seye, dans une situation psychologiquement désastreuse, vit mal sa détention. Ses amis exigent son évacuation en Europe. Son avocat alerte. Écoutons Maître Hassan Diomadjaï. Oui, là, heureusement que les autorités pénitentiaires ont réagi très vite. Ils ont décelé un début d'AVC et dès hier matin, il a été évacué au pavillon spécial. C'est vrai que nous avions alerté et semble-t-il, on n'avait pas pris au sérieux les informations que nous donnions à l'époque. Mais très vite, on s'est rendu compte que son état était incompatible avec les conditions de la détention carcérale. Et aujourd'hui, le pire a été pour le moment, je dis momentanément, parce que nous savons qu'il est dans une situation psychologique désastreuse et le stress est un des facteurs majeurs des accidents cardiovasculaires et j'avais prévenu qu'il vivait mal sa situation. Et au-delà de la pathologie dont il souffrait, évidemment, il y a cet effet psychologique qui est venu s'y ajouter et c'est pourquoi également, parallèlement, nous avons introduit une demande de liberté provisoire ou de levée d'office du mandat de dépôt. Comme nous l'avons dit, le droit à la santé doit primer sur toute autre considération. Et nous espérons qu'après cette évacuation, toutes les mesures seront prises afin qu'il puisse d'abord se délier de la détention, mais ensuite être pris en charge correctement afin que son droit à la vie soit préservé. Oui, là, il est sous surveillance médicale. Nous espérons que son état va se stabiliser. Nous attendons demain pour reprendre contact avec lui et ses amis qui font tout évidemment pour qu'il soit évacué au besoin dans des structures, même à l'étranger si besoin. Il a la nationalité espagnole. Je pense qu'on doit aussi tenir compte de ses droits, mais également des droits de sa famille qui est restée à ce jour en Europe et qui est évidemment dans une situation d'inquiétude totale. Sud International.
Aux États-Unis, procès en destitution de Donald Trump, 5 de ses avocats jettent l'éponge. Ces tensions ont pour origine des dissensions sur les choix tactiques divergents de l'ancien président et de ses avocats. Donald Trump souhaitait que ses avocats continuent à plaider à la thèse d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle qui a conduit à la victoire de Joe Biden plutôt que de se concentrer sur la légalité de poursuites à l'égard d'un président n'étant plus en fonction. Un procès qui devrait s'ouvrir le 9 février prochain. Restons toujours aux États-Unis. Les États-Unis qui condamnent les tactiques brutales de la Russie contre les manifestants d'opposition. Les États-Unis condamnent les tactiques brutales de la Russie contre les manifestants d'opposition, affirmé ce dimanche 31 janvier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en réclamant la libération de l'opposant Alexei Navalny. En Chine, les experts de l'Organisation mondiale de la santé visitent ce dimanche le marché de Wuhan, premier foyer de l'épidémie. Des experts qui enquêtent en Chine sur l'origine du coronavirus, un marché où étaient vendus des animaux sauvages vivants étant fermé depuis, qui est d'ailleurs fermé depuis janvier 2020. 12h18 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Venons-en à la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Marie-Rosalie Diaye. Bonjour et bienvenue. Vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Covid-19, le variant britannique a été détecté au Sénégal. C'est le directeur de l'IRSF, Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, qui l'a confirmé jeudi. Le professeur Souleymane Boub rappelle l'importance des gestes barrières face à ce variant hautement contagieux. On l'écoute. D'abord, le variant britannique. Ce variant est retrouvé dans 70 pays et territoires au 25 janvier, soit 10 de plus qu'au 19 janvier. Le deuxième variant est le variant sud-africain, qui est également, comme le variant britannique, plus contagieux que le virus SARS-CoV-2 originel. Ce variant continue sa propagation et est désormais présent dans 31 pays et territoires, soit 8 pays de plus depuis le 19 janvier. Enfin, le dernier variant est le variant brésilien, qui a été signalé dans 6 nouveaux pays, donc présent au total dans 8 pays. C'est ainsi que l'IRSF, en collaboration avec ses partenaires de l'unité MRC Gambie de la London School à Banjul, ont procédé au séquençage d'échantillons de la deuxième vague du Sénégal par Whole Genome Sequencing et ont réalisé le génotypage avec la méthode de NGS, Next Generation Sequencing. La première série n'avait pas permis de trouver ces variants, ce que nous avions communiqué il y a 2 semaines. Par la présente, nous vous informons avoir confirmé la présence d'un variant britannique, SARS-CoV-2, dans les échantillons de la deuxième série. Du fait que ces variants se transmettent plus rapidement, ce qui pourrait expliquer la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays, il est impératif d'appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective. 9 morts et 17 blessés, dont 8 dans un état grave. C'est le bilan d'un accident survenu jeudi matin sur la nationale à hauteur de Daga-Diakhaté, village de la commune de Ngatchenaoudé à Kaolack. Les détails avec Awa Thiaw. Encore du sang sur nos routes, 9 morts et 17 blessés, dont 9 dans un état très critique. C'est le bilan de l'accident survenu sur la route nationale numéro 1 à hauteur du village de Daga-Diakhaté aux environs de 8 heures. C'est dans la commune de Ngatchenaoudé. Un minicar en provenance de Kaffrine est entré en collision avec un camion qui a quitté Kaolack pour Tambacounda. Selon les témoins, c'est le minicar qui effectuait un dépassement dangereux sur un virage qui s'est retrouvé en face du camion qu'il ne pouvait plus éviter et l'irréparable s'est produit. 7 personnes ont perdu la vie sur le coup et une autre a succombé à ses blessures au cours de son évacuation à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack où sont également évacués les autres 17 blessés. Mais on nous signale que les 9 sont dans un état très grave. Dans cet accident de la circulation,
L'indiscipline et l'erreur humaine sont encore pointées du doigt. L'on nous signale également que le ministre en charge des transports est en route pour visiter les lieux de l'accident. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres Mansour Faye en visite sur le lieu annonce des mesures. Celles-ci vont de l'amende pécuniaire au retrait de la licence de transport sans oublier celui du permis si le conducteur ne respecte pas le code de la route. Mansour Faye compte réactualiser la tolérance zéro pour pousser les conducteurs à plus de prudence. On l'écoute au micro de Awa Thiaw. Le constat, il est là, un véhicule de transpassager en surnombre. Je rappelle que c'est un véhicule qui a une autorisation de 19 places, qui était à 32 passagers et qui effectuait un dépassement hasardeux sur une zone clairement balisée. Non seulement la route elle est clairement balisée, mais aussi la signalisation verticale effective. Donc ce que nous pouvons en tout cas constater, la cause c'est comme si c'est le facteur humain qui a amené la perte de 9 vies humaines, malheureusement innocentes. Vraiment, il a déploré le comportement donc, des usagers professionnels de la route et cela appelle de notre part quand même de regarder un petit peu quelles sont les mesures à prendre en termes non seulement de prudence, en termes de sensibilisation par rapport aux usagers professionnels de la route, mais aussi en termes de sanctions. Aujourd'hui, un véhicule en surnombre est sanctionné à travers le code de la route qui peut amener non seulement le retrait du permis, mais aussi donc des sanctions pécuniaires. Alors, mais malheureusement, c'est comme si l'imprudence des chauffeurs reste toujours de mise. Et ce que nous allons prendre comme mesure, c'est aller maintenant jusqu'à pouvoir retirer la licence d'exploitation transporteur si toutefois maintenant les surnombres sont constatés au niveau des véhicules. Et nous allons prendre ces dispositions-là en relation avec le ministère de l'Intérieur à travers la police, mais aussi avec le ministère des Forces armées à travers la gendarmerie. Il faudrait qu'on revienne aux notions de tolérance zéro pour préserver donc les vies humaines sur les routes. Mort du présumé meurtrier du ressortissant américain à Kaolack à la Mac de Louga. Il tentait de s'évader de la prison où il était incarcéré depuis le 15 janvier. Son corps a été acheminé pour autopsie. Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances du décès. Lamine Gueye Saman. L'information alimente toutes les discussions dans le Ndiambour. Il s'agit de la mort de Babaka alias Amadel, présumé meurtrier de Mohamed Sissé, du nom de ce ressortissant américain, talibé de Cheikh al-Islam Baye Niasse, froidement tué à Kaolack. Les autorités sont certes à Fon, mais selon nos sources, Amadel tentait de s'évader de la maison d'arrêt et de correction de Louga où il était en mandat de dépôt depuis le 15 janvier suite à son arrestation dans le département de Linguère. Dans quelles circonstances il est mort? Mystère et boule de gomme pour l'heure. Son corps sans vie est acheminé dans la capitale sénégalaise Dakar pour les besoins d'une autopsie. L'enquête ordonnée par le maître des poursuites confié au commissariat de Louga permettra certainement d'avoir des idées plus claires sur la mort de Babaka alias Amadel. Âgé de 26 ans, il était non seulement accusé d'être l'auteur du coup mortel qui a emporté Mohamed Sissé à Kaolack, mais aussi d'une longue série de meurtres et de braquages sanglants. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. 3 enseignants du CEM Marfan Bessir Sonko de Bignona ont été blessés lundi par des élèves grévistes étrangers à l'établissement. Les enseignants qui voulaient barrer l'accès de l'établissement ont essuyé des coups et pierres avant d'être pris en charge par le service médical des sapeurs-pompiers de Bignona. Ben Michel Kanfoudi. Le collège d'enseignement moyen Marfan Bessir Sonko de Bignona a vécu ce matin une scène de violence. Des élèves venus d'ailleurs ont délogé leurs camarades du CEM et se sont violemment attaqués aux enseignants qui voulaient s'y opposer. Cher Dimera, professeur d'histoire-géographie, nous liste les blessés. Il s'agit d'un professeur de maths, sciences physiques du nom de l'Arsenal de Diédiou, qui a été vraiment blessé au niveau de la tête, vraiment d'une manière un peu atroce un peu. Il y a aussi le surveillant général Koli, qui a été blessé, et un professeur aussi du nom de Ibrahim Koli, professeur d'histoire-géographie. Ils sont 3. Voilà, qui ont été quand même blessés. Ils sont actuellement au niveau du camp sapeurs-pompiers de Bignona. L'enseignant déplore cet incident et condamne l'attitude des élèves grévistes. Nous regrettons parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage et d'enseignement-apprentissage, un lieu où on donne du savoir, mais quand l'école devient vraiment un lieu où on agresse les enseignants, c'est déplorable. Franchement, c'est déplorable. Ces situations-là n'ont jamais existé dans l'histoire du CEM Marfan Bessir Sonko. En tout cas, les enseignants blessés ont été évacués à l'infirmerie des sapeurs-pompiers de Bignona.
Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Aïssatou Gueye-Ba. Flambée des cas de contamination au coronavirus, 7 décès recensés en 24 heures, 310 cas positifs enregistrés ce dimanche, 52 cas graves en réanimation. Le docteur Pape Alassane Diao, directeur technique de l'IRSF, plaide pour le vaccin, seul remède face à la propagation de la pandémie. Une pandémie qui pousse des étudiants de l'UCAD à célébrer l'an 20 du décès de Bala Gaye dans la sobriété. L'actualité nous a également amené aux États-Unis. Le procès en destitution de Donald Trump prévu le 9 février prochain, alors que 5 de ses avocats décident de jeter l'éponge. Des tensions sur les choix tactiques de l'ancien président Donald Trump, qui souhaite d'ailleurs plaider la thèse d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle. Dans ce journal, nous sommes également revenus sur l'essentiel de l'actualité de la semaine présentée par Marie-Rosalie Ndiaye. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Tchoun qui en a assuré la mise en onde. À 13h, retrouvez El Hadj Malick Ndiaye pour le journal en Wolof.